Nick Rainer n'est pas coupable de meurtre. Imprimez ça après vous être retiré de la défense de l'accusé Nick Rainer. Telles étaient les paroles d'adieu de son désormais ancien avocat, Alan Jackson. Mais qu'a-t-il tué? N'a-t-il pas dit que Rainer n'avait pas tué son père, Rob Rainer, ni sa mère, Michelle Singer? Non, il a dit qu'il n'est pas coupable, et c'est très révélateur, c'est très précis. Cela semble être un indice très important sur la défense potentielle qui sera soulevée, peut-être sur la façon dont cette affaire va se dérouler, et si en fait Nick Rainer n'est pas coupable d'avoir assassiné ses parents, surtout qu'il est maintenant rapporté qu'il pourrait penser être victime d'un complot. Discutons-en, bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Bonjour, au nom de Morton Jackson Quinn, avec l'accord de Monsieur Rainer, je demande le retrait de l'enregistrement de son avocat. Sur la base de la conversation que nous avons eue en chambre et des explications qu'il a fournies à la cour en chambre, je pense que nous n'avons pas d'autre choix à ce stade que de retirer son avocat et de demander à être cru. Semaine juridique folle dans l'histoire de Nick Rainer. Et j'ai prêté une attention très particulière aux mots utilisés par son désormais ancien avocat, Alan Jackson, qui s'est retiré de l'affaire. Et je vais tout vous passer, parce que cela soulève beaucoup de questions sur ce à quoi on peut réellement s'attendre maintenant. Pour Nick Rainer, je veux dire, il est représenté par un avocat commis d'office, pas Alan Jackson. Qu'est-ce que cela signifie? Mais pour moi, c'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus importante. Est-il possible que nous venions d'obtenir un indice majeur, une confirmation majeure concernant sa défense et la possibilité qu'il soit effectivement déclaré non coupable de meurtre? Nous venons d'apprendre que Rainer pense peut-être être victime d'un complot. Il y a donc beaucoup à assimiler. Maintenant, de quoi parlons-nous? Nick Rainer, 32 ans, a été inculpé de 2 meurtres au premier degré après la mort apparente de ses parents, poignardés. Le réalisateur Rob Reiner et la productrice Michelle Singer. Reiner ont été retrouvés morts chez eux à Brentwood, Los Angeles, le 14 décembre. Le crime était d'une grande brutalité. Nick Rainer est accusé de meurtre avec circonstances spéciales, notamment meurtre multiple et allégation particulière, n'est-ce pas? Il y a aussi une allégation particulière selon laquelle il aurait personnellement utilisé une arme dangereuse et mortelle, un couteau. Et rappelez-vous, quand vous ajoutez cela, cela pourrait entraîner la peine de mort s'il est reconnu coupable, ou au moins la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, les enjeux sont extrêmement élevés ici. Après que sa première comparution ait été reportée, elle a été reprogrammée pour le 7 janvier cette semaine. Mais au lieu d'une comparution standard, où l'accusé est informé des charges retenues contre lui, de ses droits constitutionnels, où il peut éventuellement plaider, la comparution a dû être à nouveau reportée. Et cette fois, son avocat, enfin, maintenant son ancien avocat, le célèbre avocat de la défense pénale Alan Jackson, s'est retiré de sa représentation. C'était une annonce choc. Donc Nick Rainer s'est vu attribuer un avocat commis d'office, Kimberly Green. Et nous allons parler davantage de ce que cela signifie pour lui. Nous allons discuter des raisons pour lesquelles il a peut-être fait cela, pourquoi Alan Jackson a fait cela. Je reviens à mon point central, à ce qu'Alan Jackson a déclaré hors du tribunal après l'annonce. Et je veux que vous écoutiez très attentivement ce qu'il dit. Rappelez-vous, c'est un avocat, donc les mots précis qu'il utilise sont délibérés. À mon avis, cela nous donne une idée de la véritable défense juridique. Et cela ouvre la question de savoir si, en fait, Rainer sera déclaré non coupable de meurtre. Écoutez, ce matin, j'ai dû quitter mon rôle d'avocat de Nick Rainer. Des circonstances indépendantes de notre volonté, mais surtout indépendantes de la volonté de Nick, ont dicté cela. Malheureusement, cela a rendu impossible la poursuite de notre représentation de Nick. Je suis légalement et éthiquement interdit d'expliquer toutes les raisons. Je sais que tout le monde se pose la question. Nous nous attendons à ce que l'avocat commis d'office prenne le relais. Il a déjà été nommé et protège très efficacement les intérêts de Nick Rainer alors qu'il poursuit son parcours dans le système. Mais soyez clairs, soyez vraiment clairs à ce sujet. Mon équipe et moi restons profondément engagés envers Nick Rainer et ses intérêts. En fait, nous ne sommes pas seulement convaincus, nous savons que le processus judiciaire révélera les véritables faits des circonstances entourant cette affaire. L'affaire de Nick. Vous savez, beaucoup de choses ont été publiées ces 3 dernières semaines, beaucoup de choses ont été écrites,
écrites sur Nick, écrites sur sa famille, écrites sur les circonstances. Les spéculations sont publiées le 15 décembre tôt le matin. J'étais à New York à ce moment-là et j'ai reçu un appel. Mon équipe et moi, nous avons tout laissé tomber. Et pendant les 3 dernières semaines, nous avons littéralement consacré chaque heure de veille à protéger Nick et ses intérêts. Nous avons enquêté sur cette affaire de fond en comble dans les moindres détails. Ce que nous avons appris, et vous pouvez en être certain, c'est qu'en vertu des lois de cet État, en vertu de la loi en Californie, Nick Reiner n'est pas coupable de meurtre. Imprimez ça, imprimez ça. Nous lui souhaitons vraiment, vraiment le meilleur pour la suite, et c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Nick Reiner n'est pas coupable. Ce n'est pas qu'il ne l'a pas fait ou qu'il est innocent, ni que quelqu'un d'autre a tué Robin Michel. Donc, cela laisse quelques autres possibilités de défense, et la question de savoir si Nick Reiner sera déclaré non coupable par un jury. Je veux parler de cela et des raisons du retrait de Jackson, de ce qu'on peut attendre de l'avocat commis d'office et de la prochaine mise en accusation du 23 février. Pour en parler, j'invite Seth Zuckerman, avocat de la défense pénale. Merci beaucoup Seth d'avoir pris le temps. Il y a beaucoup de choses à aborder ici, d'accord? Parlons d'abord du retrait de la représentation. Quand vous entendez Jackson dire en gros qu'il n'avait pas d'autre choix que de se retirer, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je pense à 2 choses. Premièrement, il y a un problème avec les frais juridiques et que la personne qui avait accepté de payer la première comparution de Nick Reiner après la mort de ses parents n'est plus disposée à financer la défense. Ou alors, il y a un certain type de conflit qui est survenu pour Alan Jackson, dans lequel certains témoins sont soit d'anciens clients, soit des personnes qu'il ne peut pas contre-interroger. Vous savez, l'une des choses qu'il a dites lors de sa déclaration devant le tribunal, à laquelle vous êtes sensible et que vous avez parfaitement relevé, nous allons aborder ces autres questions dans un instant, c'est qu'ils ont mené une enquête approfondie ici, et ce n'est qu'après l'enquête que ces problèmes sont apparus. Donc, pour moi, c'est soit un problème d'honoraires d'avocat, et il n'y a personne prêt à payer les lourds frais juridiques de Jackson dans cette affaire, ou alors il y a un véritable conflit d'intérêts et il a une obligation éthique de ne pas poursuivre à cause de ce conflit. Et le plus fou, c'est qu'on ne saura jamais la véritable raison, n'est-ce pas? Il a le devoir éthique de ne rien ajouter. Nick Reiner est désormais un ex-client. Ce qu'il a dit devant le tribunal était probablement déjà trop, mais je comprends sa démarche. Et maintenant, nous n'allons pas connaître la raison pour laquelle il s'est retiré, mais nous savons qu'il a maintenant un avocat commis d'office. Il y a plusieurs points à évoquer, car je reparlerai des témoins potentiels liés à un événement survenu dans la salle d'audience qui pourrait nous avoir donné un indice. Si l'affaire avance et que des témoins se manifestent, il y aura sûrement des enquêteurs amateurs, peut-être même nous. Nous pouvons vérifier si Alan Jackson ou son cabinet ont déjà représenté ces témoins potentiels, ce qui constituerait un conflit d'intérêts. Je souhaite discuter des honoraires et de la possibilité que Jackson soit payé. On a évoqué que Nick Reiner pourrait être un client difficile et peu coopératif. Je n'ai pas cette impression, parce que pourquoi dire que c'était des circonstances indépendantes de sa volonté, à moins de vraiment dire « écoutez, il n'est pas bien mentalement, il n'y a pas grand-chose avec quoi travailler ici ». Ce serait donc un problème de compétence, non? Je ne pense même pas qu'il faille transférer ça à un autre avocat. Je ne peux pas gérer ça. Donc votre avis sur les gens qui disent « eh bien peut-être que Nick Reiner n'est pas coopératif d'une certaine manière ». Moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça ici non plus. La déclaration de Jackson était précise, comme vous l'avez dit. Ces circonstances étaient-elles indépendantes de la volonté de Nick Reiner? Donc, vous savez, il n'y a pas de conflit de stratégie, il n'y a pas d'incapacité à communiquer les uns avec les autres. Donc, j'ai écarté le fait que Jackson se soit retiré à cause d'un désaccord avec Nick. Ce n'est clairement pas ce que dit sa déclaration. Si c'était la raison, Jackson n'aurait sans doute pas dû faire de conférence de presse devant le tribunal, donc j'ai exclu cette option. D'accord? Alors laissez-moi vous exposer ma réflexion. Voici ce que je pense. Ma première idée était, tu as raison, ça pourrait être un conflit d'intérêts, mais ma première pensée, c'était qu'il y avait un problème de paiement. Il ne peut peut-être pas payer Alan Jackson, ou il y a une autre raison. Et souvenez-vous, il aurait tué ses parents, donc pas d'héritage. La question restait, comment peut-il se payer un avocat aussi réputé qu'Alan Jackson? Voici l'essentiel. Cela rejoint mon autre grande théorie.
Peut-être qu'il ne peut pas se permettre les experts dont il a besoin pour témoigner à son procès. Donc, cela appuie mon propos. Quand Alan Jackson dit que Nick Rainer n'est pas coupable, il ne dit pas qu'il est innocent, ni que quelqu'un d'autre l'a fait, mais simplement qu'il n'est pas coupable. Je pense qu'il parle de la défense pour cause de folie. Et souvenez-vous de ce que Jackson a dit au début quand il a eu l'affaire, il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Il a eu l'affaire au départ, avant toute enquête. Il a dit aux médias qu'il y avait, je cite, des questions très complexes et sérieuses associées à cette affaire, qui nécessitaient du temps pour être examinées. J'ai pensé qu'il parlait de problèmes de santé mentale. Selon la loi californienne, une personne qui commet un meurtre peut tout de même être déclarée non coupable pour cause de folie. Si la défense peut prouver qu'il est plus probable qu'improbable que l'accusé était légalement fou au moment où il a commis le crime, donc au moment où il a commis le crime. Cette personne souffrait d'une maladie ou d'un trouble mental. Et à cause de cette maladie ou de ce trouble, elle était incapable de connaître ou de comprendre la nature et la portée de l'acte, ou était incapable de savoir ou de comprendre que l'acte était moralement ou légalement répréhensible. Et permettez-moi d'ajouter encore une chose, je sais que je vous donne beaucoup d'informations, mais laissez-moi ajouter encore une chose. Vient juste de sortir de TMZ, ils rapportent que leurs sources leur disent que Nick Rainer pourrait en fait savoir qu'il a tué ses parents, mais qu'il est délirant, qu'il croit qu'il s'agit d'une sorte de complot qui a été orchestré contre lui pour le faire arrêter. Donc il y a beaucoup de points ici. Set first, commençons. Entendu que je me trompe complètement. Quand Alan Jackson affirme que Nick Rainer n'est pas coupable et évoque la défense pour trouble ou aliénation mentale, Je pense que tu n'es pas complètement à côté de la plaque. Ce n'est en fait pas la première chose à laquelle j'ai pensé, mais je pense que c'est l'une des deux vraies possibilités ici. Et voici ce que nous avons, n'est-ce pas? Nous avons une défense fondée sur la santé mentale ou l'abus de substances, car il a eu des problèmes de dépendance. La défense soutiendra qu'il avait une capacité réduite et ne pouvait former l'intention requise pour les accusations de meurtre. C'est la première possibilité dont tu as parlé. Mais ce qui m'est vraiment venu à l'esprit quand Alan Jackson a dit que Nick n'est pas coupable de meurtre, et il a été très précis sur le terme meurtre. Il pourrait s'agir d'une défense pour crime passionnel menant à une accusation d'homicide involontaire au lieu de meurtre. Une telle défense signifie que Nick a ressenti une rage incontrôlable à la suite d'une sorte de dispute qu'il a eue avec ses parents. Il n'a pas eu le temps de se calmer. Ce n'était pas un meurtre prémédité où Nick serait allé chez ses parents avec l'intention de les tuer. Ils affirment donc qu'il ne devrait être poursuivi que pour homicide involontaire, peine bien moins lourde qu'un meurtre en Californie. Quand j'ai entendu qu'Alan Jackson disait ne pas être coupable de meurtre, j'ai pensé à la défense de l'emportement passionnel et j'y ai réfléchi. Il estime qu'il s'agit d'un homicide involontaire, pas d'un meurtre au premier degré. c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent aussi. Par exemple, nous ne connaissons pas les circonstances de ce qui serait arrivé dans cette maison, ce qui s'est passé dans cette chambre. Bagarre ou non, blessure de défense ou non, tu as raison. Peut-être que c'était sous le coup de la passion. Si on envisage de requalifier l'affaire de meurtre au premier degré, en meurtre au second degré ou en homicide involontaire. À quoi pourrait-il potentiellement s'attendre alors, si on parle maintenant de la prison à vie comme possibilité, ou de la peine de mort, ce qui semble peu probable? Mais à quoi pourrait-il potentiellement faire face? Par exemple, disons un homicide involontaire. Une accusation d'homicide involontaire ne mène pas à la perpétuité ni à la peine de mort. Selon les circonstances, la peine est d'environ 10 à 15 ans. C'est bien moins grave que les accusations de meurtre. Donc tout avocat pénaliste expérimenté verrait que ce n'est pas une affaire de qui l'a fait, comme vous l'avez dit. Vous savez, nous savons qu'il s'est passé quelque chose chez lui et qu'il l'a dit spécifiquement. Il n'est pas coupable de meurtre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait ça. Il n'a pas tué ses parents. Il est innocent et certaines circonstances prouvent qu'il n'est pas coupable de meurtre. Ce sont bien ces deux options. Non? Il y a soit la défense pour folie, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas former l'intention à cause de sa santé mentale ou de son passé de toxicomanie. Ou bien, c'était un crime commis sous le coup de la passion et cela devrait être considéré comme un homicide involontaire. Je vais explorer cela plus en détail. Qu'il s'agisse d'un crime passionnel ou d'une défense pour raison de santé mentale, la défense aurait besoin d'experts pour témoigner. Et en effet, si c'est un problème de moyens financiers et qu'Alan Jackson dit, écoutez, il ne peut tout simplement pas payer. Peut-être qu'avec un avocat commis d'office, l'État peut aider à partager une partie des coûts de ses experts. Est-ce que je me trompe là-dessus? Je pense que les honoraires d'Alan Jackson seraient 10 fois plus élevés qu'un expert, non? Vous savez, les experts coûtent une cher, mais il est très peu probable qu'un avocat de la défense pénale expérimenté comme Alan Jackson, qui a une excellente clientèle, se retire de cette affaire simplement à cause d'un problème d'expert. J'en doute fortement. Ce n'est pas impossible, mais s'il y avait un problème, il concernerait tous les honoraires, juridiques et experts.
Cela l'aurait poussé à se retirer si c'est un problème d'honoraires. D'ailleurs, une affaire si médiatisée avec de tels enjeux, un avocat de haut niveau n'accepterait pas simplement de prendre l'affaire pro bono. Probablement pas, il la prendrait probablement. Vous, ce qu'on appelle le bonhomme, vous savez, c'est essentiellement des honoraires réduits. C'est bon pour la publicité, c'est bien d'être sur une affaire comme celle-ci, vous voyez. J'ai aussi lu hier dans le New York Post qu'Alan Jackson aurait peut-être voulu se retirer. Parce qu'il serait devenu un paria dans la communauté hollywoodienne, parce qu'il aurait dû défendre Nick Reiner, alors que ses parents étaient très aimés dans la communauté hollywoodienne. Comme nous le pensons, il va y avoir beaucoup de personnes de la communauté hollywoodienne qui seront témoins lors du procès. Peut-être a-t-il quitté l'affaire pour éviter de devenir un paria et nuire à ses clients. Je n'affirme rien, mais un article du New York Post en parlait hier soir. Encore une fois, Nick Reiner, accusé d'avoir tué sa bien-aimée, vient de le déclarer publiquement. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne pense pas qu'Alan Jackson, qui croit en la Constitution, abandonnerait une affaire juste parce qu'elle est impopulaire. Mais c'est ce que rapportent les médias. Donc je veux juste revenir sur la question de savoir s'il y a quelque chose à propos de la défense pour folie, n'est-ce pas? Il ne pouvait même pas percevoir ce qu'il faisait. Il ne pouvait même pas percevoir que ce qu'il faisait était légalement ou moralement bien ou mal. Vous savez, il y a des aspects compliqués à cela, parce qu'on pourrait se demander pourquoi il s'est enregistré dans une chambre d'hôtel tôt ce soir-là, alors qu'apparemment il vivait avec ses parents. Que faisait-il, vous savez, sur les caméras de surveillance? Avait-il compris ce qui s'était passé? De plus, TMZ avait évoqué l'idée qu'il soupçonnait un complot contre lui. Le Los Angeles Times et KNBC ont rapporté que Nick Reiner était traité pour schizophrénie lors du décès de ses parents. Et permettez-moi d'ajouter ceci, Harvey Levin de TMZ a déclaré, je cite, « Des sources ayant une connaissance directe nous disent, 1 mois avant les meurtres, les médecins ont changé les médicaments que Nick prenait pour un trouble schizoaffectif. » En ajoutant, lorsqu'Alan Jackson parlait des raisons pour lesquelles un jury le déclarerait non coupable. Ce qu'on nous dit, c'est que cela a à voir avec le changement de ses médicaments, qui l'ont littéralement fait perdre la tête. Rob et Michel, inquiets, ont constaté son changement de comportement. Ils comprenaient la situation, mais n'étant pas médecins, ils ignoraient comment agir. Donc Rob et Michel voyaient leur fils sombrer, et ils ne savaient rien faire pour arrêter cela. Maintenant, parle-moi de ça. SETH. Oui? Je veux dire, c'est certainement une défense valable et c'est tout à fait possible. Et d'après les reportages, tu sais, il y a évidemment eu beaucoup d'articles sur ce qui s'est passé à la fête chez Conan O'Brien la veille au soir. Et sur le comportement de Nick, des articles sont parus sur son attitude avant la mort de ses parents. Je veux dire, c'est certainement une défense valable s'il a été diagnostiqué schizophrène et qu'1 mois avant les meurtres, on lui a changé son traitement, non? S'il est délirant ou non, s'il a toute sa tête. C'est évidemment une défense valable, car il ne pouvait pas former l'intention nécessaire pour les accusations de meurtre. Et c'est peut-être pour ça qu'Alan Jackson a été aussi précis en disant qu'il n'est pas coupable de meurtre. Ce que je cherchais, c'est ce que montrent les messages textes, n'est-ce pas? Parce que s'il a envoyé des messages textes insensés et délirants dans les semaines précédant la mort de ses parents, y compris à ses parents, cela me donnerait un gros indice. Que montre la vidéosurveillance avant aussi? Je pense qu'il y a de la vidéosurveillance à la maison. Y en a-t-il aussi à l'hôtel où il séjourne? Il y a sûrement des preuves que nous ignorons. Cela nous donnerait des indices sur son état mental au moment du meurtre, ou même avant cela. En tant qu'avocat de la défense, je veux savoir comment il allait avant la mort de ses parents, surtout si j'utilise cela comme défense. S'il a été suivi par un psychiatre et qu'il prend des médicaments, c'est évidemment une excellente preuve pour la défense afin de montrer qu'il a été diagnostiqué schizophrène. Ce n'est pas une invention après le meurtre de ses parents, rendant alors la défense bien plus crédible. Je veux voir les preuves et les dossiers médicaux, mais cela prendra du temps. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est le fait qu'il soit dans un hôpital psychiatrique depuis la date de sa première comparution prévue. Cela en dit long pour moi. Ils sont probablement en train de réaliser un examen de compétences pour vérifier s'il est même apte à poursuivre la procédure. De toute évidence, il semble qu'ils étaient prêts à procéder à la mise en accusation la semaine dernière avant qu'Alan Jackson ne se retire. Mais je serais curieux de savoir ce qui se passe dans cet hôpital psychiatrique. S'il n'est pas apte à poursuivre, il restera à l'hôpital psychiatrique jusqu'à ce qu'il le soit, si cela arrive. Parce que cette affaire pourrait être retardée s'il n'est pas capable de comprendre les accusations portées contre lui. Ouais, écoute, il est au centre correctionnel Twin Towers à Los Angeles. Selon People, le shérif du comté de Los Angeles. Une source affirme que les détenus là où ils se trouvent souffrent de graves troubles mentaux et doivent être gardés seuls, à l'écart de toute autre personne ou détenu. Donc c'est juste quelque chose à garder à l'esprit. Je souhaite maintenant questionner sa représentation par un avocat commis d'office. Kimberly Green l'a déclaré aux journalistes devant le tribunal. J'ai parlé brièvement à M. Reiner ce matin. Il a compris qu'il allait y avoir un changement dans l'accusation, mais nous n'avons pas encore eu de conversations approfondies. Laurie Levinson,
professeur à la faculté de droit Loyola et ex-procureur fédéral, a déclaré au New York Times que Mademoiselle Green avait été son étudiante. Elle l'a décrite comme l'une des meilleures, intelligentes, éthiques et connaissant bien la justice de Los Angeles. Qu'en pensez-vous? Beaucoup pensent à tort que le bureau du défenseur public offre une représentation de moindre qualité. Que pensez-vous de sa situation actuelle? Du moins pour l'instant. S'il ne le fait pas, s'il ne prend pas d'avocat privé à l'avenir. Que pensez? Il est désormais représenté par le bureau du défenseur public de Los Angeles. Certains défenseurs publics comptent parmi les meilleurs avocats que j'ai vus. Plusieurs avocats pénalistes renommés ont débuté ainsi. C'est donc un métier très noble. Ils se soucient vraiment de leurs clients. Ils tiennent vraiment à la Constitution et au système judiciaire et ils se battent avec acharnement. D'après ce que j'ai entendu, Mademoiselle Green a une excellente réputation. Elle a déjà géré des affaires très médiatisées et compliquées et je m'attends à ce qu'elle traite celle-ci de la même manière. D'un point de vue relations publiques, elle donnera sans doute moins de conférences de presse et gérera la situation différemment en tant qu'avocate commise d'office. Je m'attends néanmoins à ce qu'il ait une défense énergique, explorer toutes les options dont nous avons parlé ici, y compris la défense pour folie, la défense de la passion, et enquêter pour découvrir ce qui se passe réellement ici. Ricardo Garcia, l'avocat commis d'office du comté de Los Angeles, a aussi pris la parole au tribunal cette semaine. Je le dis au nom du bureau du défenseur public. Nous sommes profondément désolés et comprenons la douleur et la souffrance que traverse la famille Reiner en ce moment, ainsi qu'à toute la communauté de Los Angeles, au bureau du défenseur public et à l'ensemble du personnel. Nos pensées vont en ce moment à toute la famille. Nous espérons que la communauté comprendra. C'est une période difficile pour le processus judiciaire. Nous vous demandons de faire preuve de patience et de compréhension pendant que nous traversons ce processus au sein du système judiciaire. Et nous serons disponibles autant que possible pour répondre à vos questions lorsque ce sera approprié. Merci à vous. Dans une déclaration au New York Times, je le préciserai aussi, a déclaré un porte-parole de la famille Reiner. Ils ont la plus grande confiance dans le processus judiciaire et ne feront pas d'autres commentaires sur les questions liées à la procédure légale. Il y a autre chose que je dois aborder. Nous l'avons déjà mentionné. Je pense que c'est vraiment important pour cette affaire. C'est autre chose qui a été évoquée au tribunal. Je veux vous faire écouter Alan Jackson, qui s'est entretenu avec le juge l'autre jour. Yono, nous avons une question d'organisation dont j'aimerais discuter en chambre. Et concernant les 10 assignations à comparaître qui sont en suspens, il y a actuellement 10 assignations à comparaître en suspens. Nous demandons que des mandats d'amener soient émis et retenus pour chacune des 10 personnes. Alors, Nocès, de quoi s'agit-il concernant ce mandat d'amener pour plusieurs témoins potentiels? Je veux dire, je pensais que si vous demandez un mandat d'amener, vous demandez aux autorités d'amener ce témoin au tribunal. Parce que peut-être qu'ils estiment qu'ils ne veulent pas comparaître. On s'est demandé si ces personnes venaient de la fête de Conan O'Brien. Pourquoi parler de célébrité? On a rapporté que Nick y avait assisté la veille. Lors des meurtres, il aurait posé des questions étranges aux invités, une interaction bizarre avec Bill Hader, puis une dispute bruyante, peut-être avec son père. Une source affirme que Nick mettait les gens mal à l'aise par son comportement étrange et ses questions sur leur célébrité. Des proches disent que la dispute a été exagérée. On se demande si ces témoins potentiels refusent de comparaître pour une raison. 2 représentants légaux des 10 parties assignées étaient présents au tribunal ce jour-là. L'avocat d'une partie a signalé une objection. Je ne vois pas l'utilité d'une ordonnance du tribunal dans ces conditions. La juge Teresa McGonigal a apparemment délivré un mandat d'amener. Ceux sans avocat doivent garder cela pour l'audience du 23 février, mais elle a également indiqué que la liste de ces personnes assignées à comparaître restera sous scellé. On se demande si on est sur la bonne voie et si on parle des invités à la fête de Conan O'Brien. Oui, je veux dire, on parle probablement de personnes que la défense ou les procureurs considèrent comme des témoins importants et qui doivent être assignés à comparaître. Parce qu'ils ne sont pas prêts à venir volontairement donner leur version des faits. Vous savez, ces mandats d'amener, c'est quand ils cherchent à faire venir un témoin. Et le témoin ne coopère pas, n'est-ce pas? Parfois, ce n'était même pas le cas. Dans une affaire très médiatisée, ils tiennent à agir correctement et s'assurer que tout est ordonné par le tribunal. Mais c'est pour amener une personne devant le tribunal qui détient des informations, c'est similaire à une assignation à comparaître. Oui, d'ailleurs, US Weekly a fait une analyse de qui pourrait être appelé comme témoin. Ce ne sont que des spéculations. Donc, à part les autres personnes à la fête, peut-être l'acteur Bill Hader, qui apparemment a eu cette rencontre ce soir-là avec Nick, où il aurait dit à Nick qu'il avait une conversation privée avec quelqu'un. Quand Nick aurait tenté d'intervenir, il l'aurait simplement fixé, puis serait parti. United States Weekly cite aussi Billy Crystal, Larry David. Ils auraient vu la famille Reiner après les meurtres.
Il cite au dossier l'humoriste Eric Idle, qui a dit sur X avoir parlé à Rob Reiner plus d'1 heure la nuit des meurtres. Vous avez Romy Reiner, donc la sœur de Nick, la fille ici, c'est elle qui aurait découvert le corps de son père. Il y a aussi Jake Reiner, le frère de Nick. Pensez-vous que United States Weekly pourrait être sur la bonne voie concernant d'éventuels témoins, d'éventuels acteurs dans cette affaire? Oui, je le pense. Je crois que ce sont probablement certains des principaux témoins, certainement les frères et sœurs de Nick, sa sœur, Romy, qui a trouvé leurs parents, leurs frères. Toutes ces discussions sur les événements précédents, ils pourraient aussi servir de témoins utiles pour la défense, non? Parce qu'ils peuvent évoquer la part délirante du comportement de Nick avant qu'il tue ses parents. Ils pourraient servir la défense, donc ces témoins peuvent aller dans un sens ou l'autre. Je pense pareil pour certains proches de Rob Reiner. Vous avez mentionné Billy Crystal et Larry David. Vous savez, ce sont des personnes qui n'étaient pas seulement présentes à la maison lorsque le corps a été découvert. Ce n'est vraiment pas à cela que leur témoignage serait pertinent. Il s'agit de ce que Rob leur disait dans les semaines et les mois précédant sa mort, de ses interactions avec son fils, et qu'observait-il? S'ils sont de bons amis, que remarquait-il quand Nick arrivait chez Rob Reiner? Il s'agit non seulement de ce qui s'est passé après la mort, mais aussi de ce qu'ils ont observé avant. Ils pourraient être des témoins que l'accusation hésite à appeler, car ils pourraient dire autre chose. Ils soutiennent la défense pour trouble mental, folie ou crime passionnel. Beaucoup de points restent à évaluer. Il n'a même pas encore été mis en examen, mais je pense qu'ils sont sur la bonne voie en ce qui concerne certains des témoins importants. Pensez-vous que la liste est scellée à cause du possible aspect de célébrité? Oui, je pense que c'est l'aspect célébrité, le fait que l'affaire soit très médiatisée. Il refuse de rendre ses noms publics, car TMZ et d'autres médias iraient attendre devant les maisons de ces personnes. Donc, même s'il ne s'agit pas de célébrités figurant sur la liste, ils essaient de protéger tout le monde parce que cette affaire est devenue tellement médiatisée. Que va-t-il se passer lors de sa mise en accusation le 23 février? Il reste détenu sans possibilité de caution. Si cela se produit réellement, s'il n'y a pas un autre rebondissement d'une sorte ou d'une autre, à quoi peut-on s'attendre lors de sa mise en accusation le 23 février? Je pense que sa mise en accusation sera simple. Il plaidera non coupable, une date sera fixée et l'échange de preuves débutera. Il y aura sans doute des audiences préliminaires, puis une déclaration de non-culpabilité classique avant que l'affaire ne suive son cours. La seule autre chose qui pourrait arriver, c'est s'il y a d'autres expertises de capacité mentale à effectuer. Cela entraînerait un nouveau retard. Si son avocat commis d'office demande une nouvelle évaluation pour déterminer son aptitude à poursuivre la procédure. Devrait-il à ce moment-là plaider non coupable pour cause de folie ou peut-il réserver cela pour plus tard? Oui, il suffit de plaider non coupable. Ensuite, la défense présentera sa défense pour cause de folie au procureur et au tribunal. Ils l'ont fait examiner et ont décidé que c'est la défense qu'ils allaient utiliser. Mais lors de la mise en accusation, ils plaident simplement non coupable. Votre défense n'a pas à être discutée devant le tribunal à ce moment-là. Seth Zuckerman, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir échangé avec moi sur certaines de ces théories, certaines de ces idées que j'ai peut-être. Et nous verrons ce qui se passera. Merci Seth d'avoir pris le temps. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez des podcasts. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, je vous parlerai la prochaine fois.